Bonjour, vous êtes bien sur Libre Débat, comme tous les mercredis de 16h30 à 18h. On est bien sur Radio Galère et aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous dans notre studio beaucoup d'intervenants et on va discuter ensemble de la communauté sourde. Le sujet il est dense et complexe et on va aborder plusieurs aspects pour défricher, mais on approfondirait plus tard lors des autres émissions la question. Comment on est arrivé à faire une émission sur la culture sourde. En fait, un jour, complètement par hasard, j'ai rentré en voiture avec une copine, Jeanne, qui fait partie de l'équipe d'ARPI, un superbe journal sur le développement et la mise en réseau de l'art sourde. Et on a commencé à discuter sur cette question des sourdes, comment c'est riche et comment la société méprise cette culture et l'a méprisée pendant des siècles. Ça suffit imaginer qu'en France, la langue des signes a été interdite jusqu'aux années 85. Du coup, c'est pas par hasard qu'il y a cette invisibilité dans cette société normée et que, dans tous les cas, cette société ne donne pas de place à la diversité généralement et particulièrement à la culture sourde. Du coup, l'idée de cette émission est de visibiliser cette réalité en faisant intervenir dans le plateau des intendants et des sourds qui souvent, malgré qu'ils soient spécialistes de leur situation, ils n'ont pas trop de paroles pour parler de leur situation. Du coup, voilà, imaginez-vous dans le studio avec nous, il y a les gens d'ARPI et demain, je me rappelle plus de l'autre association, comment ça s'appelle. Bon, les gens d'ARPI qui le filment, il y aura Arsigne, c'est Arsigne. Comment Arsigne, l'association. Ok. Et du coup, il y a un traducteur, un interprète, que c'est Sébastien Guiozette, et qui, depuis, voilà, il va, du coup, vous l'entendrez beaucoup parler, et c'est toutes les fois que lui parle, il va traduire quelqu'un sourd. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de la question sourde et on cherchera à comprendre la répression de la société qui exclut les personnes sourdes et voir que malgré cette violence, cette culture, voilà quoi, elle est devenue une identité, une communauté avec un gros réseau. Et voilà, aujourd'hui, je vous ai déjà dit qu'il y aura plein d'intervenants. Il y a Zora Adelgefar, enseignant des langues des signes et maternelle et des relations des langues des signes. Florence Increvé, docteur en histoire et maître de conférences en sciences de langage de l'Université de Paris 8. André Ménard, psychanalyste et co-directeur de la charte des langues des signes français et l'enfance sourde. Après, on a le plaisir d'avoir Noémie Chourlet et Sophie Loumandé, co-gérant d'ARPI, le magasin d'art sourde. Et enfin, il y aura Marie Bonny, qui travaille au théâtre de Parvis des Arts à Marseille depuis 4 ans. Elle est chargée de l'organisation du festival sur le fil des arts. Et voilà, et on commence pour parler avec Zora. Bonjour Zora. Bonjour. Du coup, c'est tout pour nous présenter d'une façon succincte la question de la communauté sourde. Oui. Alors, merci de m'avoir invité déjà. Je suis une femme. L'interprète est un homme, donc vous entendez une voix d'homme. Voilà, il me prête sa voix. Mais moi, c'est bien moi, Zora, une femme qui s'exprime. Voilà, donc c'est vrai que vous m'avez demandé de parler de la communauté sourde. En général, ça vient donc effectivement un grand lien avec la culture sourde. Et je me suis demandé, par rapport à la culture, le mot culture, derrière on colle le mot sourd, sourde, culture sourde. Pourquoi ? En fait, nous, on dit culture, c'est la culture.
Voilà. Et en fait, on parle de culture pi. Alors, pi, c'est un signe qui typique, qui veut dire typique. Voilà, donc culture pi asiatique, pi entendante, pi sourde. Jamais on dit culture sourde. Donc, je me suis posé la question, pourquoi, en français, on rajoutait sourde? Voilà. Donc, c'est pour faire la différence avec les entendants. Mais on dit jamais culture entendante. Voilà. Et donc, effectivement, les entendants nous voient et parlent de culture sourde. Alors, je me suis posé la question de ce rapport à la surdité comme déficience, comme maladie, ce regard un peu négatif, problématique, voilà, et qui ne tient pas compte finalement de la présence d'une langue. Voilà. Donc on a effectivement dans la communauté des situations de rencontres entre personnes et qui ont effectivement cette culture où, par exemple, on s'appelle chez les entendants par la voix et chez les sourds, on va s'appeler en se mettant la main sur l'épaule, en faisant des grands gestes. Voilà. Il y a des choses typiques des expériences de la vie aussi. Quand on veut communiquer, on ne se met pas l'un derrière l'autre, on se met forcément en cercle. Et du coup, ça donne effectivement cette culture et quelque chose de l'ordre de l'expérience commune qui donne après, effectivement, des rassemblements autour de cette culture, de ces différentes formes. Voilà. Alors, c'est vrai que la communauté majoritaire voit ça comme un ghetto, mais non, ce sont en fait des besoins de rassemblement par expérience de vie commune. Voilà. On est différent, effectivement, on n'est pas dans un monde sonore, donc ce besoin de visuel, dont fait partie la langue des signes, nous permet d'échanger. Imaginez un entendant qui n'aurait pas du tout la même culture, la même langue, et qui ne peut pas communiquer avec ses pairs, serait exclu. Nous, on se retrouve exclus du monde sonore, et donc on a besoin, pour avoir des informations, des relais, de se rencontrer. On se rencontre dans les festivals, dans des spectacles, autour de la langue des signes. Voilà. C'est dans ces endroits-là qu'on retrouve la communauté sourde. Voilà. Et effectivement, le lien à tout ça, c'est ce partage, c'est autour de la culture sourde. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui permet une sociabilisation forte et on en a vraiment besoin. Et... Les sourds... Oui, pardon, vas-y. Non. Donc, les sourds communiquent comment? Donc, par la langue des signes. La langue des signes, c'est quoi? La langue des signes, la LSF, langue des signes française. Alors, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une langue, comme l'anglais, l'italien, l'espagnol, c'est une langue. Voilà, c'est complète, qui a sa propre grammaire, qui a ses propres structures, qui a son propre vocabulaire, qui est une langue visuelle et en 3D, qui n'est pas linéaire, comme on dit des langues vocales. Voilà, c'est la langue des signes, oui, voilà, je répète, est en 3D. Alors, LSF, ça veut dire donc langue, et c'est une langue qui est reconnue depuis la loi du 11 février 2005, mais effectivement, concrètement, dans la vie de tous les jours, on ne sent pas énormément de différence par rapport à ça, mais qui est reconnue comme langue officielle. Et je vais vous donner un petit peu des exemples par rapport à la langue des signes. Donc, on a dans la langue des signes 5 paramètres. Alors, le premier, c'est les configurations. Le deuxième, c'est les emplacements. Le troisième, c'est l'orientation. La quatrième, les mouvements. Et le cinquième, les mouvements du visage. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi ces 5 paramètres. Et en fait, c'est tout simple, c'est parce que si je prends une forme de ma main, simple, une main plate, par exemple, l'emplacement ou alors le mouvement va changer complètement la signification de cette forme. Et aussi l'expression du visage qui va se rajouter et qui, elle aussi, fait sens. Voilà. Et par exemple, si je prends ma main, que je la mets sur la poitrine et que je la tourne sur ma poitrine, si je change l'expression du visage de joyeux à malheureux, ça change complètement le sens. On est soit content, soit écœuré. Voilà. Voilà. Si je change l'emplacement, pareil. Si je change l'orientation de la main, c'est... voilà. Donc, ces 5 paramètres constituent les signes de la langue des signes. Ce qui est important aussi, c'est que cette langue permet un pont entre les sourds et les entendants. Pourquoi? Parce que les entendants, depuis ce qu'on appelle le réveil sourd, qui a eu lieu en 1980, la communauté sourde s'est ouverte et a commencé à enseigner sa langue aux entendants.
à organiser aussi des spectacles de théâtre, des festivals de théâtre, et les entendants de plus en plus se sont mis à apprendre la langue des signes. Voilà. Et donc cette langue a permis de créer un pont communicationnel entre les deux communautés. Alors les entendants, évidemment, se demandent et me demandent souvent, est-ce que la langue des signes est internationale? Alors c'est marrant, parce que moi je suis française, voilà. Je suis française, si je vais en Chine, je peux communiquer avec un sourd. Pourquoi? Parce que dans la LSF, donc la langue des signes française, il y a quand même une base visuelle qui va être la même avec une autre langue des signes. Donc l'échange est plus facile. C'est pour ça que les entendants ont tendance à croire que la langue des signes est internationale. Mais ce n'est pas international. Chaque pays, chaque localité a sa propre langue. Voilà. Vous avez pour l'ASL, l'American Sign Language, pour les Américains, la BSL, British Sign Language, pour les Anglais, etc., etc. Dans chaque pays, vous retrouvez une langue des signes différente. Il existe des signes internationaux, alors c'est important quand même de vous le dire, qu'on utilise effectivement, par exemple, pour le UD, donc c'est le European Union of Deaf, l'Union européenne des sourds, voilà, qui regroupe différentes nationalités. Effectivement, il y a des interprètes en signes internationaux, pour des conférences, pour des festivals, pour des pièces de théâtre, où des communautés avec des langues des signes différentes se retrouvent. Oui, effectivement, il y a des signes internationaux. Voilà, j'ai essayé de résumer autour de la langue, la culture sourde, dans sa généralité. Super, en fait, vous avez déjà répondu à toutes les questions que je voulais poser. Eh bien, c'est marrant, bon, bah, très bien. Et je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses que vous tenez à cœur, que ça vous tient à cœur. Alors oui, je vais rajouter une chose qui me tient à cœur, effectivement. Je me demande, la loi 2005, qui donc valide la LSF comme une langue officielle, une vraie langue complète, qui fait partie de la République française. Mais en concret, les enfants entendants, par exemple, vont à l'école et ils peuvent apprendre. Voilà. Pour les sourds, c'est encore interdit. Voilà. Ils ont besoin de la langue des signes pour s'exprimer. Les entendants n'en ont pas besoin, mais ça peut les intéresser quand même. Et voilà, c'est noté dans la loi, mais concrètement, il y a une espèce d'offre et d'une interdiction sur deux publics très différents. Voilà, je trouve ça pas très juste. Ah oui. Ça, on le sait parce qu'il y a plein de cours pour les enfants et langue des signes, surtout pour les bébés. Et apparemment, voilà, il n'y a pas le même accès pour les personnes sourdes. C'est vrai que c'est des choses n'importe quoi. Eh bien, merci Zora. Là, on va passer aux chansons. Oui, donc pour établir une playlist musicale, on a choisi différents types de musique, tout en lien avec la culture sourde. Pour commencer, on a choisi une chanson qui a été reprise par une bande de potes qui donc se sont appropriés la chanson du groupe français Carpath qui s'appelle J'adore ça. Donc pour tous les morceaux musicaux, vous pourrez retrouver les liens vidéo sur le site internet d'Arpi, qui est donc le www.art-pi.fr. Voilà, comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne en langue des signes. Donc, celle-ci, c'est une réinterprétation, un clip musical fait par une bande de copains. Voilà. J'adore ça. Oh, J'adore quand on s'engueule, j'adore quand on s'en va, j'adore quand tu me jettes, j'adore quand t'es plus là. Tu nies les évidences, t'arrondis l'angle droit, tu sais ce que j'en pense. J'adore ça. J'adore quand on s'engraine, j'adore quand on s'en fout, j'adore tu sens que ça monte, j'adore vas-y lâche tout, c'est que t'as sur le cœur, c'est la merde entre nous, tu sais ce que j'en pense. J'adore ça.
J'adore quand on s'en va, j'adore quand tu me jettes, j'adore quand t'es plus là. Tu nies les évidences, t'arrondis l'angle droit, tu sais ce que j'en pense. J'adore ça. J'adore quand on s'engraine, j'adore quand on s'en fout. J'adore, tu sens que ça monte, j'adore, vas-y lâche tout. Ce que t'as sur le cœur, c'est la merde entre nous. Tu sais ce que j'en pense. J'adore ça. J'adore ça. Ta gueule, fais chier, je t'emmerde, et t'es une saoule, ta cape cassée. Et t'es trop con, trop lourd, je déteste ta gueule, putain, ta cape barrée. Et t'es ta gueule, fais chier, je t'emmerde, et t'es une saoule, ta cape cassée. Et t'es trop con, trop lourd, je déteste ta putain de gueule, ta cape barrée. J'adore quand on s'engraine, j'adore quand on s'en fout. J'adore, tu sens que ça monte, j'adore, vas-y lâche tout. Ce que t'as sur le cœur, c'est la merde entre nous. Tu sais ce que j'en pense. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. Oui, alors avant de passer le prochain morceau, on m'a demandé de vous rappeler un peu, de vous dépeindre la configuration du studio aujourd'hui, puisque c'est une émission un peu spéciale. On a beaucoup de personnes sourdes présentes. Alors Seb est ici pour traduire l'intégralité des interventions des personnes sourdes et entendantes. Voilà, et comme l'une de nos priorités, c'est bien sûr que le public sourd puisse avoir accès à cette émission de radio, on a invité aujourd'hui Lionel de l'entreprise Magenta 360 qui va faire une captation vidéo de toute l'émission. Et après, on se chargera de la sous-titrer et de l'adapter pour la mettre toujours sur le site internet d'Arpi, donc www.art-pi.fr. Voilà. Donc, on repasse un deuxième morceau parce que l'interprète a besoin de souffler un peu. C'est toujours un peu éprouvant d'interpréter les discours. Voilà. Donc, le prochain morceau, c'est un morceau qui s'appelle Speaker Box d'un artiste particulier qui s'appelle Signmark. Donc, Signmark, c'était un peu une évidence de le passer parce que c'est le seul rappeur sourd donc à avoir une reconnaissance internationale dans le monde de la musique. Ses textes sont entièrement interprétés en langue des signes finlandaise, puisqu'il est finlandais. Et il est accompagné donc, dans cette chanson par le groupe de hip-hop qui s'appelle Sulava DJ et MC Matotapa. Voilà. Donc, on présente une véritable création originale. Ah, pardon, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Donc, c'est pas de la langue des signes finlandaise. Il l'a repris en ASL, donc en American Sign Language. Voilà, ça explique peut-être son côté international. Me, I stare back, take action, nobody's stopping me. Deep is for desire, fire burns so heavily. My heart pumps rhythm, my soul is the melody. I came a long way, gave it my all. I know y'all quick with the criticism, y'all wait on my fall. I can't hear what you say to me when only supportive words come from a fortune cookie. People spit what they can't comprehend. The deaf man paints lyrics in the air by waving his hands. Damn, what's next, right?
movie Sublime, where your mind is sharp as a butter knife. It's not just music, more like a movement. You call it a joke, but we steadily proving there ain't no limit to what dreams can do. You can do more with what life hands you. Just let your soul be a speaker box. Yeah. You get the keys right in your hand. Open the locks and do your thing. Let your soul be a speaker box. There's a beat in your heart. You'll find a way to make it pay. I live in the rhythm and it lives in me. Always one with the beat, breaking the boundaries. As long as the beat kicks, it's all fine. I'm feeling the vibe from the bass line. The motion, the movement, can you feel it? We grooving, reported live from the front line. We carry the torch for the ones who scared to shine. Just let your soul be a speaker box. Yeah. You get the keys right in your hand. Open the locks and do your thing. Let your soul be a speaker box. There's a beat in your heart. Just let it play. One thing I know is for definite. So body and mind, you got the same benefit. Trust your heart, there ain't no way losing it. Keep doing your thing against all of the kids. 10, 9, 8, stop the countdown. 7, 6, 5, about to go down. 4, 3, 2, 1, sing along now. Just let your soul be a speaker box. You got the keys right in your hand. Open the locks and do your thing. Let your soul be a speaker box. There's a beat in your heart. Don't hesitate. Just let it play. Let your soul be a speaker box. You got the keys right in your hand. Open the locks and do your thing. Let your soul be a speaker box. There's a beat in your heart. Don't hesitate. Just let it play. Bonjour, bonjour, vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 et puis on continue l'émission Libre Débat. Oui, on va continuer cette émission sur la culture sourde. Du coup, là, on va passer à l'intervenant qui s'appelle Florence Incrévé. Et du coup, Florence, elle est avec nous par téléphone. Donc aujourd'hui, on a vraiment tous les médias mobilisés avec nous. Tu nous entends? Oui, c'est bon, merci. Oh. Voilà, Florence, vous êtes docteur en histoire et maître de conférences en sciences du langage à l'Université de Paris 8. C'est Oui, bien tout à ça? fait. C'est bien vous? Tout à fait, c'est bien moi. Et voilà, et avec vous, on va parler de l'histoire de la communauté sourde. Très bien. Du coup, voilà, on commence. Depuis quand on peut parler de la communauté sourde? Le terme communauté est quand même très récent. Le mot communauté, le mot français et le signe qui va avec est assez récent. C'est sous l'influence des Américains, hein, essentiellement. Je dirais que ça date plus d'une dizaine d'années, quinzaine d'années, vers les années 2000. Mais à part ça, les sourds existent depuis toujours, ça c'est une certitude, puisque les premières traces qu'on ait retrouvées de sourds utilisant la langue des signes remontent à l'Antiquité. Alors c'est pas les sourds eux-mêmes qui avaient écrit, qui les signaient, c'était des personnes comme Platon qui avaient observé des sourds en train d'utiliser la langue des signes. Après, on peut parler d'un groupe de sourds en France, hein, je vais parler de la situation en France. Disons que le premier vrai grand regroupement des sourds, c'est plutôt au XVIIIe siècle. Voilà. Voilà. Et qui a créé la langue des signes? Et comment? Eh bien, les sourds. Ouais. Ce sont les sourds qui ont créé la langue des signes, bien sûr. Il n'y a eu aucune intervention d'entendants pour inventer la langue des signes. Ce sont les sourds eux-mêmes qui ont eu le génie de dépasser quelque chose qui les a empêchés de communiquer et de le transformer en quelque chose de positif et en véritable langue. Alors les linguistes, il y a certains linguistes qui font remonter ça aux hommes préhistoriques. Bon, alors on n'a pas pu vérifier, mais en tout cas c'est sûr que ce sont
au départ des personnes sourdes qui ont inventé la langue des signes. Et ce qu'on remarque, c'est que elles utilisent toutes une grammaire commune, ce dont a parlé Zora tout à l'heure, c'est le côté visuel de la grammaire. Elles utilisent toutes les structures de grande iconicité, comme on appelle ça pour utiliser un terme linguistique, qui ont été révélées par Christian Cuxac, le linguiste Christian Cuxac. Et ces structures de grande iconicité sont communes à toutes les langues des signes, finalement. C'est la base grammaticale commune à toutes les langues des signes. Et ensuite, les différences entre les langues des signes, ce sont des différences d'ordre lexical, en termes de vocabulaire. Alors là, effectivement, chaque sourd dans sa région, dans sa ville, dans son village, inventait son propre lexique. Et c'est en se mélangeant avec d'autres sourds, d'autres villages, d'autres villes, qu'ils ont harmonisé leur lexique. Et on peut dire que la première vague d'uniformisation des lexiques en langue des signes, c'est toujours pareil, à la fin du XVIIIe siècle, dans l'école qu'avait ouverte l'abbé de l'Épée. Voilà. Et in relation à la répression de la culture sourde, en fait, on voulait un peu savoir comment c'est devenu un handicap au sein de la société et de comment cette répression s'est mise en place. Vous voulez parler de ce que Zora a parlé d'interdiction, c'est pas exact. Le terme interdiction en français a un sens très particulier. Donc vous voulez parler de la proscription. Moi, je parle plutôt de proscription de la langue des signes à la fin du 19e siècle, c'est ça? Comment on en est arrivé là? C'est bien ça la question. Parce qu'en fait, au XVIIIe siècle, donc si je reviens juste un peu en arrière, l'abbé de l'Épée donc ouvre une école pour sourds. C'est la première grande école, parce qu'il y avait des petites écoles ici ou là qui accueillaient 5-6 élèves à la fois. Mais là, l'école de l'abbé de l'Épée, c'est la première vraie grande école pour sourds, où ils peuvent être jusqu'à 70 élèves sourds par an. Et il l'ouvre à partir de 1750. Pardon Florence, tu t'as dit qu'il y avait combien de sourds? Dans l'école de l'abbé de l'Épée, 70 à peu près, par an. Alors que dans les autres écoles, c'était 4, 5, 6 maximum. Donc c'est vraiment la première grande école qui s'ouvre à partir de 1760. Et l'abbé de l'Épée meurt en 1789 et son école est reprise par les révolutionnaires qui a ensuite créé l'Institution nationale des sourds-muets de Paris. Et l'enseignement qui est fait à cette époque-là, que ce soit avec l'abbé de l'Épée ou ensuite au XIXe siècle, c'est un enseignement qui réutilise la langue des signes. Ça aussi, c'est assez nouveau, puisque les enseignements n'étaient pas forcément en langue des signes auparavant. Et il se trouve qu'au XIXe siècle, c'est un siècle passionnant pour les historiens, puisque c'est un siècle où on voit une grande transformation dans la société, due notamment à l'influence des révolutions industrielles. Et on voit l'industrialisation de la société qui conduit, paradoxalement, puisque au départ l'industrialisation c'était quand même pour aider les personnes, cette industrialisation conduit paradoxalement à ne plus vouloir que les sourds utilisent la langue des signes. Donc c'est ce qu'on appelle l'idée de progrès. Et l'idée de progrès appliquée aux sourds par des personnes qui ne connaissent pas la langue des signes, cette idée-là conduit à vouloir privilégier l'enseignement de la parole, par la parole, à vouloir privilégier le fait que les sourds parlent français et non plus qu'ils n'utilisent plus la langue des signes. Et donc cette lente arrivée, je dirais, vers cette proscription de la langue des signes dure tout au long du XIXe siècle et elle est vraiment consacrée, si je puis dire, à partir de 1880, donc après le fameux célèbre congrès de Milan qui déclarait justement que la langue des signes n'était pas bonne pour les sourds et qu'il fallait qu'ils parlent. Et il se trouve que ce congrès a eu une répercussion en France, puisque le gouvernement de l'époque, c'était donc le gouvernement tout nouveau républicain, de la Troisième République, a décidé de mettre en application cette réforme, une réforme de l'enseignement pour les sourds, dans laquelle il n'y aurait plus de langue des signes du tout. Alors c'est pas vraiment une interdiction, dans le sens où il n'y a pas eu une loi qui est parue pour dire qu'on interdisait aux sourds d'utiliser la langue des signes dans la rue, chez eux ou à l'école. Non, c'est simplement une réforme scolaire. Donc c'est une réforme qui a
empêcher les sourds d'utiliser la langue des signes. Donc pour le coup, interdit, oui, interdit aux sourds d'utiliser la langue des signes à l'école. Donc les enseignements ne se faisaient plus en langue des signes et les sourds n'avaient plus le droit de signer entre eux dans la cour de récréation. Ils n'avaient plus le droit d'utiliser la langue des signes dans les internats, même quand ils étaient malades. Enfin, des choses qu'aujourd'hui on trouve aberrantes, mais ça a été la réalité, le quotidien des sourds pendant plus de 100 ans. Ils étaient punis s'ils utilisaient la langue des signes. Et donc, pour la question comment est-ce qu'on en est arrivé là, eh bien, c'est un des effets, du moins c'est mon hypothèse, hein, un des effets de l'industrialisation de la France qui commence dans les années 1830, mais dont concrètement les Français ressentent le changement à partir des années 1850-60. Et ça culmine en 1880. Et ensuite, cette proscription de la langue des signes perdure jusque très récemment, parce que vous avez parlé de 1985 tout à l'heure. En fait, c'est le réveil sourd dont a parlé Zora. Ça commence entre 1975 et 1980, mais même c'était simplement le début. Donc, ils n'ont réussi véritablement à lever l'interdiction, enfin lever la proscription de la langue des signes qu'avec la loi du 18 janvier 1991. Cette loi laissant le choix aux parents de pouvoir mettre leurs enfants dans des structures bilingues, utilisant la langue des signes et le français, ou dans des structures uniquement oralistes parlant français. Et il se trouve que dans les faits, il y a tellement peu de structures bilingues que les parents n'ont pas eu le choix. Et finalement, la proscription a continué malgré tout. Et c'est bien ce que disait Zora aussi tout à l'heure, même la loi de 2005, qui est quand même très récente, même pas 10 ans, même cette loi reconnaît la langue des signes comme une langue à part entière, langue de la République, mais comme il n'y a pas de structure vraiment bilingue, très très peu en France, finalement dans les faits, alors il n'y a pas d'interdiction aujourd'hui, mais dans les faits, les sourds n'ont pas accès à un enseignement en langue des signes comme ils devraient pouvoir l'avoir. Et moi, je me demandais, du coup, ce réveil sourd, il est né de quel mouvement, en fait, comment ça s'est passé, en fait? Alors, le terme réveil sourd n'est pas utilisé par tout le monde. Certaines personnes disent mouvement sourd plutôt que réveil sourd. C'est le fruit d'une évolution, je dirais, qui date d'après la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années, à partir des années 70, même déjà dans la fin des années 60, il y a beaucoup de revendications dans le pays, en France, des revendications de minorités. Alors, si tant est qu'on puisse dire que les femmes soient une minorité, évidemment, elles ne sont pas une minorité, mais c'est le mouvement, notamment les premiers mouvements de revendication féministes, mais aussi des mouvements de revendication, par exemple, des homosexuels, ou alors des langues des Corses, par exemple. Des différents mouvements demandant à ce que la société les prenne davantage en compte. Et les sourds s'inscrivent dans ce mouvement. Alors il y a quand même aussi à noter une influence américaine. De toute façon, la société française dans son ensemble à cette époque est assez fortement influencée par les Américains. Mais en l'occurrence, là, ce sont des sourds américains qui sont venus en France pour expliquer aux sourds français, qui ne devaient pas se laisser faire, qui ne devaient pas accepter que la langue des signes ne soit pas à l'école, qui devaient se réveiller en quelque sorte. Et alors, il n'y a pas eu... C'est pas tous les sourds de France qui se sont réveillés tout à coup, c'est pas ça. Il y a eu plusieurs mouvements à différents endroits, bon, à Paris beaucoup, mais aussi dans d'autres régions. Et plusieurs mouvements de personnes différentes qui faisaient des choses différentes. Par exemple, il y a eu IVT, le théâtre IVT, International Video Theatre, qui a ouvert ses portes en 1977-78, et où là, l'idée était que les sourds présentent des pièces en langue des signes pour montrer la beauté de la langue des signes, pour montrer que c'était une langue qui pouvait être artistique. C'est la première fois que les sourds montraient leur langue, la langue des signes. Il y a eu aussi une émission de télévision qui est passée... à la fin des années 70 jusqu'au début des années 80, cette émission s'appelait Mes mains ont la parole. Tous ceux qui ont plus de 30 ans aujourd'hui s'en souviennent. Il y avait une sourde qui utilisait la langue des signes, qui racontait des contes à la télévision. C'était Marie-Thérèse Lhuillier.
et elle était traduite en français. Et ça aussi, ça fait partie du mouvement sourd, puisque ça a montré à des millions d'enfants que la langue des signes était une langue. Ça a montré déjà que la langue des signes existait, puisque les sourds auparavant avaient honte d'utiliser la langue des signes dans la rue, avaient honte de la montrer. Ils avaient intériorisé l'infériorisation de la langue des signes par la société. Et il y a eu aussi des sourds qui ont commencé à vouloir enseigner la langue des signes. Donc, vous voyez, c'est une constellation de petits groupes qui ont fait des choses pour commencer à revendiquer le droit des sourds à utiliser la langue des signes dans la société. Voilà, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, donc on voudrait bien approfondir toutes ces questions, mais on ferait ça lors des autres émissions. Parce que là, voilà. Mais juste, voilà, si vous voulez conclure avec des phrases que ça vous tient à cœur de dire. Moi, c'est une chose, c'est pour rebondir sur ce que disait Zora aussi, quand vous lui avez posé la même question. La loi de 2005 a déclaré que la langue des signes était reconnue comme une langue à part entière, et un décret, une circulaire du ministère de l'Éducation nationale a déclaré que la langue des signes était reconnue comme langue de la République au même titre que le français. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, puisque aucune autre langue en France ne possède désormais ce statut constitutionnel. C'est-à-dire constitutionnellement, maintenant, la langue des signes est la langue de la République, comme le français. Le français, entre guillemets, le français juridique, le français constitutionnel, est composé de deux langues très différentes. La LSF, avec sa structure de langue des signes LSF, et le français. Et concrètement, ça veut dire que, un exemple très simple, le président de la République pourrait faire un discours en langue des signes, ça serait constitutionnel. Il n'y aurait pas d'incompatibilité constitutionnelle à ce qu'il fasse un discours en langue des signes, alors qu'il n'a pas le droit de faire un discours dans une autre langue. Il n'a le droit de faire un discours qu'en français, ou maintenant en français et en langue des signes. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on ne le voit pas encore, ça. Alors évidemment, c'est récent, la circulaire date de 2008, mais c'est quelque chose dont les sourds devraient s'emparer pour demander à ce qu'il y ait plus de langue des signes dans l'espace public. Et les sourds et les entendants d'ailleurs. Et oui, parce qu'en fait, c'est vrai c'est pas si simple, par exemple, comment on fait à Marseille si on veut, en tant qu'entendant, apprendre la langue des signes ou qu'est-ce qu'il y a comme ressources? En fait, c'est une langue officielle, mais en même temps, il n'y a pas les moyens pour que ça soit réellement une langue officielle. Voilà. C'est-à-dire que c'est reconnu comme une langue officielle, mais je ne suis pas sûre que tous les personnels politiques aient bien compris cette révolution, bien vu et bien observé que c'était possible. Alors, c'est aussi à la société civile, comme on dit, c'est-à-dire c'est aussi aux sourds, aux personnes qui ont envie d'apprendre la langue des signes, de le revendiquer, de le brandir comme un droit. Et peut-être que là, les moyens suivront. Il ne faut pas attendre les personnels politiques qui le suivent, parce que pour eux, je crois que ça reste encore très flou. Merci Florence. Voilà, il faut malheureusement passer à l'autre sujet parce que c'est quand même, on n'a pas de temps, mais c'est super intéressant. Jusqu'à là, qu'est-ce que tous les intervenants ont dit. Mais pour plus d'approfondissement, vous pouvez aller voir aussi sur le site de arpi.fr, du coup art-6pi.fr. Et là, il y a aussi tous les livres que les intervenants ont écrits, tous les articles que vous voulez pour approfondir. Et voilà. Et là, du coup, on a le plaisir d'avoir avec nous André Maynard, psychanalyste, co-rédacteur de la Charte des langues des signes français et enfants sourds. Et bonjour. Bonjour. Alors voilà, on se demande comment vous êtes arrivé à vous intéresser à cette question de la langue des signes. Oui, bon, d'abord, bonjour, merci à votre sympathique équipe de m'avoir invité. Alors je vais essayer de vous dire
rapidement, hein, parce qu'on a peu de temps, mais enfin, ce que 35 ans de pratique dans ce domaine m'ont enseigné en écoutant ces sujets. Hein. Voilà, parce que la question de l'éducation, chez l'humain, n'est-ce pas, il n'y a pas d'éducation sans la dimension langagière. C'est pas possible. Voilà. Or, en fait, c'est ce qui se passe pour les enfants sourds. Hein. Voilà. C'est-à-dire que le drame, hein, de l'éducation des enfants sourds, et c'est vrai depuis le congrès de Milan, hein, eh bien, c'est qu'on prétend faire une éducation sans passer par la seule langue dans laquelle, n'est-ce pas, ces enfants peuvent très tôt s'exprimer, c'est-à-dire la LSF. N'est-ce pas ? Actuellement, donc, il y a moins de 5% d'enfants enfants sourds, qui ont la LSF comme langue d'éducation. D'où un échec massif dans l'éducation et 80% d'illettrisme. C'est ça le constat et le bilan. C'est ça qui m'a conduit à accepter d'être co-rédacteur de la charte LSF et enfances sourdes pour un véritable accueil et enseignement en LSF. Vous trouvez cette charte sur le net, elle est signée par Emmanuel Laborie et elle recueille déjà plus de 8000 signatures. Elle a été élaborée en novembre 2012 pour le tricentenaire de la naissance de l'abbé de l'Épée. Elle est donc co-signée et co-écrite par deux LPE, la FNSF, la FILS, l'AMPES et IVT. Voilà. Ok. Et comment s'expriment les enfants sourds et vers quelle langue ces enfants sont attirés? Oui, alors, bon, pour moi, comme psychanalyste, j'écris sourd toujours avec grand S. Parce que pour moi, évidemment, que ces sujets, ils entendent et ils parlent. Et ils entendent avec les yeux et ils parlent avec les mains. Pour moi, c'est ça. Hein. Donc, ils s'expriment très tôt, bien sûr, et ils sont attirés très tôt par des langues gestuelles, c'est-à-dire la LSF, dès lors qu'on leur permet de la rencontrer, cette langue. C'est ça la question. Hein. Alors, Florence en a parlé, Zora aussi. Évidemment, c'est une langue qui a été reconnue officiellement en 2005, en février 2005, donc très tardivement en France, hein, par rapport à des pays de l'Europe du Nord, comme la Suède ou là, aux États-Unis. Bon, donc c'est déjà très tardif. Mais elle a été, bien sûr, fortement dévalorisée, déconseillée, également aux parents, et ceci, il faut le dire, continue. C'est-à-dire que même dans des centres d'implant actuellement, on déconseille aux parents, s'il faut implanter leur enfant, d'utiliser la langue signée française. Donc, on oppose toujours la langue orale à la langue signée, en disant, enfin, s'il fait des signes, il sonorisera moins bien. Ça continue, et c'est ce qui nourrit, bien entendu, actuellement, la grande carence de l'éducation en France, pour les sourds. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer peut-être ce que c'est qu'un centre d'implant ? Oui, un centre d'implant, c'est un dispositif, si vous voulez, qui appartient à des réseaux médicaux précoces dans lesquels on va recevoir la famille et un enfant pour un certain nombre de bilans qu'on appelle des bilans préimplantatoires, où on va, si vous voulez, avant de poser un implant cochléaire à un enfant, on va étudier d'où vient sa surdité, qu'est-ce qu'il a comme forme d'utilité, en quoi ça peut être utile ou pas qu'il y ait un implant cochléaire. L'implant cochléaire étant une opération chirurgicale qui vise à implanter une prothèse à l'intérieur de la boîte crânienne, tout près du nerf auditif, pour que l'enfant perçoive mieux certaines sonorités. Voilà. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes parents qui sont soumis, au moins ils sont proposés ces tests-là, plus ou moins catégoriquement à plein de parents. Parce que, voilà, quoi, les premiers jours de naissance, ils proposent ce test-là. Mais je pense que ça vaudra le coup de faire une émission sur ça, quoi, je pense, parce que c'est beaucoup vaste. Oui. Et sinon, voilà, quoi, vous avez déjà fait une émission à Galère, elle fait super longtemps. Oui, il y a longtemps, oui. Et du coup, dans tous les cas, il semble que ça avance pas, la question. Et pourquoi on continue encore à penser que les sourds sont des handicapés des langues et des paroles? Oui, c'est une constante depuis le début, depuis le congrès de Milan dont Florence a parlé tout à l'heure, mais enfin, on continue à raconter que la langue signée, évidemment, freine l'acquisition des langues sonorisées, et donc de la langue vocale. Bon.
Ceci, il n'y a aucune preuve là-dessus. Au contraire, on a toutes les preuves du contraire. Hein. On a les preuves maintenant que, effectivement, signer très tôt, en tout cas, ça permet très tôt de rentrer dans les langues écrites. Donc, on a maintenant un certain nombre de travaux qui sont consultables dans ce domaine-là. Bon. Mais en fait, ce qu'il y a de pire, n'est-ce pas, c'est que, en fait, en entravant la langue signée française, on entrave aussi, ça il faut le dire aux parents, n'est-ce pas, on entrave aussi toutes les créativités langagières, y compris sonores et écrites. Bon, ben c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on considère de plus en plus, actuellement, hein, dans les écrits que je peux consulter, les sourds comme des handicapés du langage de la parole. C'est-à-dire qu'ils sont devenus officiellement, hein, officiellement des malades de santé publique. Hein. La surdité a été rajoutée comme 6e des maladies néonatales. Et c'est pour ça qu'on a rajouté, on a instauré un dépistage à 2 jours, par un arrêté d'avril 2012. C'est-à-dire qu'à 2 jours maintenant, à la maternité, on va dire aux parents, votre enfant est suspect de surdité. Suspect parce qu'on ne peut pas l'affirmer. Il faut attendre le 3e mois pour être sûr d'une surdité. Mais vous vous rendez compte, de 2 jours à 3 mois, ce que peuvent vivre des parents. Bon, ils sont alertés souvent de manière tout à fait précipitée. Bon, alors, j'ai écrit un certain nombre de textes là-dessus, mais enfin, je voudrais quand même vous dire un mot. Cette charte qui a été écrite par toutes ces associations, elle réclame, je vais vous donner 3 petits points simplement, mais enfin, que vous pourrez consulter, mais enfin, elle demande, ce qui n'existe pas donc, hein, qu'il y ait des dispositifs de groupe importants, n'est-ce pas, sourds, d'enfants sourds, donc, qui reçoivent un enseignement en LSF, que ça soit mis en place sur le territoire français. Premier point. 2e point, que tous les parents qui le souhaitent puissent recevoir gratuitement une formation en langue signée française. Ce qui n'est pas le cas. C'est très cher d'apprendre à la LSF. C'est très cher. Bon. Et 3e, que les enseignants sourds bénéficient d'un véritable statut d'enseignant correspondant à leurs compétences. Parce qu'ils sont très malmenés, les enseignants sourds, n'est-ce pas, maintenant. Ils sont très mis à mal dans certains centres, hein, y compris à Marseille, n'est-ce pas, et ailleurs aussi. Donc, il y a un certain nombre de, comment vous dire, de tendances à vouloir faire en sorte que cette langue, elle soit quand même relativement mise de côté, très fortement, avec cette vieille idée que finalement, au moins, ils vont faire des signes, au plus, ils parleront vocalement. On fait croire ça aux parents, ce qui est faux. C'est qui est faux, puisque tout le bilan éducatif qu'on peut faire de ces dernières années, c'est pas, c'est ça, c'est ce constat d'échec massif. Vous vous rendez compte, 2005 pour qu'il y ait une première reconnaissance de la langue signée française. Oui. Ouais, voilà. Et est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion? Oui, alors, bon, alors, ce que je voudrais préciser aussi, c'est peut-être important pour conclure, c'est un point qui me tient à cœur, c'est que cette situation-là, n'est-ce pas, eh bien, ce n'est pas le fait des entendants en général. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il ne faut pas, je pense, opposer mécaniquement les sourds et les entendants. N'est-ce pas, ou les uns, les sourds, seraient les victimes des autres, n'est-ce pas? Ça, non. Ça, si vous voulez, c'est plus un renversement de la haine, mais ce n'est pas, c'est une erreur grave. Donc, il ne faut pas rentrer là-dedans, n'est-ce pas? Il faut arriver à comprendre qu'il y a des tendances, ici comme ailleurs d'ailleurs, hein, bon, dans d'autres domaines aussi, il y a des tendances sanitaires dans nos sociétés qui visent à créer des espèces de fausses maladies. Hein. On l'a, par exemple, sur ce qu'on appelle les enfants hyperactifs. Vous savez, ceux qui s'agitent un peu, ben, on va les mettre sur Ritaline. Hein. Les enfants qui ont un peu quelques gestes déplacés, ah ben, on va dire qu'ils sont délinquants. Et puis alors, dès 3 ans, on a voulu essayer de dépister les délinquants dès 3 ans. Hein. Bon, voilà. Toutes ces tendances-là, eh bien, ce sont des tendances qui créent des maladies à partir d'une anomalie, quelle qu'elle soit. Eh bien, c'est pareil pour les sourds, n'est-ce pas? Pour les sourds, eh bien, il va s'agir de les soigner par le son et un certain nombre de circuits d'intérêt, de lobbies sanitaires qui sont actifs, n'est-ce pas, à Paris, mais aussi à Bruxelles, hein, à l'Europe, n'est-ce pas, sont porteurs de ce courant qui a intérêt, à divers titres, à concevoir que les enfants sourds sont des malades du son, des déficitaires du son, plutôt que de les reconnaître comme des sujets parlants, des sujets qui déjà peuvent parler très tôt, hein,
dès 1 an, 1 an et demi, on peut discuter avec un petit enfant, on peut déjà rentrer dans la langue des signes. Voilà. Donc, il n'y a pas lieu, à mon avis, d'opposer des communautés les unes aux autres, mais plutôt, il faut isoler, repérer quels sont les véritables bénéficiaires de ces médicalisations forcenées à laquelle on assiste. Parce que ça, c'est une imposture. C'est une imposture, ça, ce qui se passe en ce moment, grave. Donc, il n'y a pas à opposer sourd et entendant. Ça, c'est stérile et dangereux. C'est pas... Le projet de cette charte, qui recueille, je crois, plus de 8000 signatures déjà, n'est-ce pas, vise à travailler avec tous ceux, sourds ou entendants, qui sont favorables à la diffusion précoce de la langue signée française et qui souhaitent faire avancer ces questions. Hein. Ce fait que l'œil entend, mais pour nous tous, hein, l'œil entend, nous aussi. Hein, et le geste, ben, ça fait partie du circuit langagier. Voilà. Ben, merci André Millet-Hénard. Et voilà, moi je suis bien pour dire que la diversité, c'est pas une maladie. C'est la diversité, c'est la richesse, quoi. Et on va pas, dans tous les cas, être tout pareil, tout parfait, tout comme ça. J'espère, moi, je sais pas, peut-être dans le futur, on ne sait jamais. Et là, on va faire un petit... Moi, j'avais quand même envie de demander s'il y avait des réactions sur le plateau par rapport à ce qui vient d'être dit, et s'il y avait peut-être d'autres points de vue par rapport à ce rapport-là, en fait, entre la communauté sourde et la communauté entendante. Oui, moi je veux bien. Je voulais juste préciser un point, qu'il y a une forme de jeunisme que je veux dénoncer par la volonté d'insister sur l'oralisme et par le système des circuits, comme parlait André tout à l'heure, quand on veut systématiquement implanter les enfants. Ça, c'est une forme de dégénisme, de vouloir soigner à tout prix l'oreille. Parce que la surdité n'est pas, pour nous, un handicap. C'est un autre monde. C'est comme si on avait les cheveux blonds et que vous avez les cheveux bruns. Il ne faut pas soigner ça. C'est notre différence. Et il faut la respecter. Oui, c'est très important. D'ailleurs, Françoise Dolto, elle le disait, qu'il ne manque rien aux enfants sourds. Il ne manque rien. Comparé, bien sûr, aux enfants entendants. Oui, voilà, il y a tout un dispositif là sur le plateau pour filmer, mais il y a toujours moyen d'intervenir, de compléter, de donner d'autres voix. Voilà, il y a... Ok, mais voilà, on n'a pas super beaucoup de temps. Là, on va faire une pause musicale. Alors oui, avant de vous proposer une dernière écoute musicale toujours liée avec la culture sourde, j'aurais souhaité vous faire part d'un petit problème au niveau du site sur Harpy pour le moment. Les références ne sont pas encore là. Vous aurez bientôt, très vite, on vous promet les références et des ouvrages qu'on a cités et des liens vidéo des musiques qu'on a passées. Voilà, donc on rattrapera ça très très vite. Donc pour enchaîner, on a choisi une chanson qui est une excellente occasion de présenter un art qui est typiquement sourd, qui s'appelle le chant-cygne. Et donc ici sur cette chanson engagée qui est à la base sur les textes d'une chanteuse française qui s'appelle Cathy Kioeto. Voilà, on va imaginer l'interprétation de deux stars du chant-cygne qui sont Delphine de Saint-Raymond et Letty Tual. Voilà, et cette chanson s'appelle Féminem. Je suis la femme libérée, tu sais, c'est pas facile car faut du temps pour arriver à ne plus être docile. Je veux être libre de ne pas culpabiliser, libre de mater la télé toute la journée, libre de ne jamais faire de môme, libre de rôter comme un homme, pisser debout comme papa, ne jamais me
rasés sous les bras, avoir plusieurs maris et boire tout leur whisky, picoler des tonnes de bière, oublier d'aller au récuvert. Pisser debout comme papa, jamais me raser sous les bras, avoir plusieurs maris et boire tout leur whisky, picoler des tonnes de bière, oublier d'aller au récuvert. À voile et à vapeur, retirer le voile sans avoir peur, dire merde à tous ceux qui m'empêcheront de vivre ma vie. Je veux être libre de poser des bombes, libre de me ligaturer les trompes, libre de poser nu dans les magazines juste avant d'aller bosser à l'usine. Parce qu'ils croient nous faire un cadeau en nous envoyant un boulot. Les femmes sur le marché, c'est vrai, on n'y a jamais foutu les pieds, sauf peut-être le dimanche matin pour faire la manche à Saint-Aubin. La femme est libérée, on n'a rien remarqué. Égalité des sexes, pas encore un réflexe. Féminin, masculin, on ne se comprend pas très bien. Pisser debout comme papa, jamais me raser sous les bras, avoir plusieurs maris et boire tout leur whisky, picoler des tonnes de bière, oublier d'aller au récuvert. Pisser debout comme papa, jamais me raser sous les bras, avoir plusieurs maris et boire tout leur whisky, picoler des tonnes de bière, oublier d'aller au récuvert. Alors s'il faut jouer en bourse, si on doit faire les courses, puis remplir la bourse pour finir par les vider, mais quelle vie de dingue, je préfère être une dinde et rester au foyer à fumer des gros tarpés. Pour me faire dérider, moi je préfère rigoler, plutôt prendre un crédit pour me refaire tendre les plis. On n'est pas du même monde, va tripoter une blonde qui t'astiquera l'espoir de ne jamais perdre le pouvoir, pour voir une place au soleil sucer de Nantes à Marseille, des kilomètres de bite, retourne donc où t'habites. Grosse auto, toi ça te rend marteau. Roule avec ton phallus et t'auras du malus. Du mal tu en uses trop et c'est mauvais pour ta peau. Non, je ne donne pas cher de t'égorger façon cachère. Voilà l'air de l'homme objet, approchez, approchez. Recommandé par le guide du Godet Miché. Huile illustrée, astiquée, qui fera très jolie sur la cheminée. Quand la femme enfant enfin devient femme adultère, de la famélique femme au foyer, elle se libère. La femme de ménage devient femme de ménage. La fameuse femme à barbe, femme fœtale, femme as, une vraie killeuse. Une vraie killeuse. Pisser debout comme papa, jamais me raser sous les bras, avoir plusieurs maris et boire tout leur whisky, picoler des tonnes de bière, oublier d'aller au récuvert. Pisser debout comme papa, jamais me raser sous les bras, avoir plusieurs maris et boire tout leur whisky, picoler des tonnes de bière, oublier d'aller au récuvert. Jamais me raser sous les bras, avoir plusieurs maris et boire tout leur whisky, picoler des tonnes de bière, oublier d'aller au récuvert. Ouais, dans 30 secondes. Ah bah oui, c'est ça. Vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 et on continue l'émission Libre Débat. Et voilà, du coup, le thème c'est la communauté sourde, l'histoire, l'éducation et tout ça. On a vu pas mal de choses déjà. Mais on vous répète que c'est juste une vision globale, quoi. Malheureusement, on n'a pas eu le temps là, lors de cette émission, de tout approfondir. Mais on va le faire lors des prochaines émissions. Et là, alors, on va enfin arriver à l'art sourde. Du coup, avec Noémie Churlet. Et
Bonjour, on est très content de t'avoir avec nous dans ce plateau. Et du coup, voilà, est-ce que tu veux nous parler de quelle forme prendre l'art sourd? Du coup... Oui, bien sûr. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, j'avais envie de discuter, de rentrer en communication avec vous tous. Voilà, donc pareil que Zora, hein, je suis une femme, je n'ai pas de barbe. C'est une voix d'homme, mais je suis une femme. Bon, alors l'art sourd, souvent on me pose la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut dire Voilà, bon, par exemple, tu m'as envoyé quelques questions sur quelle forme prennent l'art sourd, par exemple. Voilà, il y a le cinéma, il y a le livre, il y a la sculpture, théâtre, il y a plein de choses. Alors c'est vrai que si on devait voilà, ouvrir cette thématique et rentrer dans le détail, on n'aurait pas le temps, mais en fait l'art sourd, c'est simplement effectivement il y a un lien avec souvent avec le pays, avec l'histoire du pays, la langue, tout ça, et c'est des choses que voilà, la personne artiste prend pour elle, et c'est une vision du monde, voilà, donc suivant qu'on soit africain, européen, français, pour être plus précis, ça va donner des formes un peu différentes. Oui, d'accord, mais alors les sourds, c'est des handicapés, souvent, on me dit. Comment ils font de l'art d'handicapé? C'est de l'art thérapie, c'est quoi? Non, bon, comme on vous a expliqué, voilà, il y a la culture, il y a la langue, voilà, il y a une communauté, et il y a une communauté qui a une histoire aussi. Et comme c'est quelque chose quand même qui part quand même de beaucoup de frustration, il y a ce besoin d'expression artistique. Chaque personne, après, dans la communauté sourde, suit ses propres passions, l'utilisation de ses mains, savoir comment, ou alors jouer sur une scène, voilà. Donc l'art sourd existe, il y a différentes formes qui existent. Mais alors attention, il y a deux choses. Voilà, il y a des sourds qui suivent leur passion et voilà, qui connaissent les techniques de peinture, les techniques de sculpture, voilà, qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne. Mais par contre, l'art avec un grand A et sourd avec un grand S, c'est comme effectivement l'art africain, l'art asiatique. Dedans, on peut retrouver, je vais vous donner un exemple, voilà, deux exemples même, je vais vous donner. C'est un peu difficile de résumer, je suis désolé, je me perds. Par exemple, aux États-Unis, en 1985, en mai, il y a une femme artiste dont le nom c'est Betty G. Miller. Pardon, c'est l'interprète qui a eu du mal à... Voilà. Donc cette personne s'est rendue compte que chez les sourds, il y avait effectivement des formes artistiques très diverses. Mais qui suivaient des éléments communs à tous. Et qu'effectivement, il y avait ce lien identitaire par la frustration de la vie quotidienne, cette espèce de répression par la société majoritaire qui créait, voilà, elle remarquait aussi qu'il y avait cette espèce de refus des appareils auditifs, que voilà, toutes ces expériences de vie communes, à mon avis, donnent effectivement l'art sourd. Et elle a organisé donc le premier rassemblement de 8 personnes sourdes artistes. Voilà, donc notamment dans le groupe Devia. Alors D pour Def, Via pour le mot anglais view. Voilà. Donc ce qui veut dire en français le point de vue sourd. Voilà. Mais attention, c'est un groupe qui aussi pouvait intégrer des entendants, mais qui avait un héritage de la culture sourde, parce qu'ils étaient nés entendants, mais dans une famille sourde, par exemple. Et ils ont grandi dans le bilinguisme. Et donc, ils ont un point de vue, effectivement, qui est un peu différent du point de vue majoritaire aussi sur la surdité. Donc, voilà. Donc ça, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a cette problématique aussi de comment les entendants créent des choses pour les sourds, alors qu'on peut aussi avoir des choses qui sont créées par les sourds eux-mêmes. Par exemple, le VV, le Vernacular Visual,
ou alors, voilà, visuel, virtuel, visuel, voilà, c'est les deux possibilités de ce VV, de ce logo, et c'est une forme qui est typiquement sourde, typiquement en lien avec la langue des signes. C'est une immersion totale au niveau de la structure grammaticale en 3D et donc du passage de choses très fines, très petites à des choses beaucoup plus générales. Bon, je ne vais pas passer des heures dessus, mais voilà. On a en tout cas, en résumé, je vous ai un petit peu tout dit ce que j'avais à dire. Et moi, je me demande comment on crée ce réseau, vu que voilà, l'invisibilité que la société lui donne. Comment vous avez créé le réseau d'artistes? Alors ça remonte, oui, ça remonte à un moment. Voilà, il y a des sourds depuis toujours, et il y a toujours eu des personnes qui se sont exprimées et qui sont passées par l'art. C'est vrai qu'avant 1880, des artistes sourds, il y en avait partout. Voilà, il y avait l'État commandé à des artistes sourds, il y avait des appels d'offres, il y avait des sourds qui travaillaient sur des formes plus visuelles, d'autres plus concrètes. Depuis le congrès de Milan, effectivement, les artistes sourds ont ensuite un peu disparu. Et c'est vrai qu'avec le réveil sourd, on a eu... comment dire, ça a recommencé à avoir cette espèce de voilà, c'est-à-dire qu'en fait, avant 1880, les sourds avaient droit à une formation et donc pouvaient, voilà. Donc après, il y a eu 1880, le congrès de Milan, et intellectuellement, ça a créé des grosses déficiences en termes d'apprentissage et tout ça. Et dès qu'il y a eu le réveil sourd, effectivement, les sourds se sont rendus compte aussi qu'ils avaient envie de pouvoir participer à ce monde artistique, mais intellectuellement, il y avait les gens n'étaient peut-être pas prêts, l'insertion dans la société n'était pas facile, voilà. Donc il a fallu aussi un petit peu renouveler ce patrimoine artistique, le remettre sur le devant de la scène, et c'est vrai qu'il y a eu une évolution qui a commencé, on le sait, hein, c'est célèbre, Paris VT, voilà, dans 85-86, quelque chose comme ça, et voilà, par les pièces de théâtre, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues voir ces pièces de théâtre, il y a eu une visibilité. C'est des points de départ d'un petit réseau comme ça, et petit à petit, les gens ont fait appel les uns aux autres, ça a créé ces liens. Voilà, donc, et aussi grâce à Internet, maintenant, la diffusion des créations est beaucoup plus facile, les contacts aussi sont beaucoup plus libre. On va parler de réseau sauvage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'officialité là-dedans, mais voilà, on apprend par Facebook, par exemple, qu'il y a un festival à tel endroit, et donc tous les sourds vont s'y rendre, par exemple. À l'inverse, voilà, par rapport aux entendants, quand ils vont avoir des informations sur une conférence, un musée, une exposition, vous avez les journaux, vous avez les émissions de radio, vous avez la télé, vous avez plein de choses et tout. Pour les sourds, c'est beaucoup plus pour les sourds, c'est plus compliqué. Les instituts étatiques sont focalisés effectivement sur la santé, le côté sanitaire, et donc du coup, on n'a pas ce genre d'informations qui nous arrivent. Et c'est pour ça que l'idée d'Arpi a été émise, c'est de rassembler toutes ces informations-là et de créer ce réseau-là pour pouvoir promouvoir la culture et l'artiste sourd. Alors c'est vrai qu'il existe d'autres choses, il y a Websourd, il y a l'œil et la main, mais j'ai l'impression que c'est des toutes petites choses, un peu... ça reste trop faible, voilà. J'espère qu'on participe à cette émulsion autour de la culture sourde. Ouais, moi je voudrais juste remarquer voilà, comment parfois l'idée des progrès, en fait, ça correspond au contraire, en fait. Comment on imagine des époques super luminaires, qu'en fait c'était des époques où la catégorisation, l'exclusion étaient mises en place. Et c'est aussi cette histoire de la culture sourde. Mais pour revenir à nous, vous avez parlé du magasin Arpi. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ça?
Oui, alors je vous présente Sophie aussi, qui est avec moi, qui est la co-gérante du magazine Harpie. Voilà. Donc la vraie... par contre, on n'est pas que toutes les deux, hein, on a une équipe complète. Bonjour. Alors on s'est rencontrés en 2006, c'est ça? Oui, exactement. Donc voilà, je travaillais déjà sur... Une newsletter. Voilà, on travaillait déjà sur la newsletter d'une association et on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement ce besoin de publication, quelque chose qui rassemble vraiment quelque chose autour de la culture et de l'art. Sophie donc s'est greffée sur ce projet-là et je vais la laisser maintenant s'exprimer. C'est vrai que quand j'ai rencontré le monde des sourds, je me suis rendu compte du travail important de Noémie par rapport à la newsletter qu'elle avait créée, de regrouper toutes les informations culturelles qui étaient dispersées un peu partout. Beaucoup de musées ne trouvaient pas leur public, ils faisaient pourtant des actions accessibles, des événements accessibles. Mais les sourds ne venaient pas. Les sourds ne savaient pas forcément non plus qu'il y avait ce genre d'activité. Et donc, voilà, je me suis mis à aider Noémie dans la création de cette newsletter. Et petit à petit, en fait, on a eu envie de créer un vrai magazine qui est vraiment des reportages, des articles qui soient créés, présenter un peu mieux les artistes, faire en sorte qu'il y ait un échange professionnel entre les artistes et aussi les techniciens. Et au fur et à mesure, on a rencontré une journaliste, Pauline Strosser, qui est sourde et qui justement a été motivée par ce magazine, par ce projet. On a rencontré d'autres personnes, Jeanne Bally, secrétaire de rédaction, Jessica Borois, qui est maquettiste, directrice artistique du magazine. Et tous ensemble, on a fait évoluer le magazine. On a construit vraiment un magazine en 2011. Un magazine qui était au départ un magazine sur Internet, imprimé difficilement à cause de nos moyens. Voilà, mais en gros, c'était un magazine d'art. C'est avant tout un magazine d'art, un magazine autour des sourds et de la langue des signes, avec donc une équipe mixte, mélangée sourds et entendants. On est tous bénévoles pour l'instant, mais bon, au fur et à mesure, on a envie que ce soit quelque chose qui soit pérenne. Voilà. Noémie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Oui. On essaye effectivement de s'organiser et c'est très difficile parce qu'on manque de moyens, qu'on n'a pas d'aide financière. Voilà, on essaye de trouver des stratégies de survie du magazine. Voilà, notre objectif effectivement, c'est de mettre en avant les artistes sourds d'aujourd'hui, mais aussi d'avant. On espère vraiment que les entendants qui peut-être ont un petit peu d'appréhension vis-à-vis des sourds, de montrer aussi une image positive, de montrer que les sourds ont des compétences. Chaque sourd a ses compétences. Aussi, voilà, on s'est rendu compte que les entendants aussi avaient envie de découvrir des films sur les sourds. Voilà, mais effectivement, il y a pas mal de gens qui ont des formations dans le cinéma, mais qui concrètement ne trouvent pas de travail. Il y a des grosses difficultés aussi à ce niveau-là. Voilà, il y a voilà, c'est vrai que les entendants nous voient un peu comme une communauté ghettoisée. Et nous, on a tendance à leur répondre qu'effectivement, oui, nous, on aimerait bien participer au monde des entendants, mais on se retrouve dans deux modalités différentes, que ça demande énormément d'efforts, qu'il faut à chaque fois sensibiliser les entendants. C'est vrai qu'à chaque fois que ça se passe, le résultat est que les entendants s'ouvrent et qu'ils ont envie de découvrir. Mais c'est vrai, on est dans le même pays, on a des voisins entendants et qu'on a envie effectivement de cet échange. Donc c'est vrai qu'on espère avec le magazine apporter aussi une découverte, une image positive de la communauté sourde, mettre un peu le politique de côté et avoir un point de vue et un regard sur la communauté sourde un peu différent. Et ce journal, en plus, du coup, c'est peut-être important de dire qu'on peut le trouver, qu'il est accessible sur Marseille et que vous avez fait le choix, malgré qu'il n'y ait pas d'argent, etc., de faire un journal gratuit.
ce qui est quand même assez rare. Oui, exactement. C'est vrai que la philosophie d'Harpie, c'est d'être accessible à tout le monde. Le magazine gratuit, pourquoi un magazine gratuit? C'est le fait de pouvoir être distribué aussi bien aux sourds qu'aux entendants. Permettre aux entendants, justement, de le prendre en main, de le lire, de le découvrir, d'avoir une autre vision sur les sourds et découvrir la culture sourde, l'art sourd. C'est un magazine qu'on a voulu aussi accessible à tous, c'est-à-dire qu'il est traduit en langue des signes grâce à des flashcodes qui sont installés en bas des pages, en bas des textes. Il est traduit en anglais, parce que la langue des signes, elle est dans le monde entier et elle intéresse toute la communauté sourde. L'art sourd intéresse toute la communauté sourde. Là, à l'heure actuelle, il est diffusé à 10 000 exemplaires papier. Il est accessible sur Internet gratuitement. Même la version anglaise est accessible gratuitement sur Internet. On a des partenariats dans plusieurs lieux, dans les musées, dans les bibliothèques, des musées comme le Quai Branly, par exemple, le Louvre, la bibliothèque Pompidou. On est dans des théâtres, comme le théâtre d'IVT, il y a beaucoup de lieux comme ça où on est diffusé, comme à Marseille. Il y a énormément de partenaires qui nous aident, de personnes qui nous aident. L'Équitable Café, par exemple. On va aussi être diffusé au Festival de Marseille, au Festival Sur le Fil à Marseille. Donc voilà, c'est un magazine qu'on diffuse vraiment dans toute la France. Et à Marseille, c'est où qu'on peut trouver Harpie? Vous savez? Alors les adresses, il faudra aller voir sur le site d'Harpie, toutes les références, voir à côté de chez vous où est-ce que vous pouvez le trouver effectivement. Tu veux rajouter quelque chose, Sophie? Qu'est-ce que je peux rajouter? Voilà, le numéro 8, alors dedans, vous avez des dossiers spéciaux sur les sourds aveugles, par exemple, sur le numéro 8. Voilà, parce qu'on parle toujours des sourds, mais il y a aussi les sourds aveugles qui font partie de la communauté sourde, à mon avis. Et du coup, qui créent d'autres formes assez extraordinaires. On travaille aussi avec Diaphana, qui est une boîte de production de films. Voilà, qui a travaillé sur Marie Heurtin, notamment. Qui a produit le film, il y a eu la production du film Marie Heurtin, et donc Diaphana Distribution distribue ce film dans les différents cinémas. Et donc nous, on a créé un dossier spécial dans le numéro là qui est sorti en octobre. On a fait un dossier sur Marie Heurtin, sur les sourds aveugles, et donc Marie Heurtin, le film qui présente Marie Heurtin, une sourde aveugle, qui est née avant Hélène Keller, ici en France. Hélène Keller, qui est connue internationalement, je pense. Hélène Keller, la sourde aveugle, qui a fait des études, qui a prouvé que les sourds aveugles avaient énormément de capacités, mais qui est américaine. Et en fait, Marie Heurtin, on le sait très peu ici, mais elle est française, et elle est née avant Hélène Keller. Et on vous rappelle que le dernier numéro d'Harpie, il est sorti là maintenant le 8 octobre, non? Exactement. 2014. Le 6 octobre. Voilà, 6 octobre. Et voilà, et aussi on vous rappelle que sur le site d'Harpie, on peut trouver tout le... comment on peut dire ça? Les livres des intervenants qu'on a eu aujourd'hui, les choses, les articles que... Toutes les références, ouais. Les références, voilà. Ça fait manquer la parole. Et moi, j'ai vraiment envie d'insister sur ce journal, du coup, que j'ai lu juste le dernier numéro, j'ai pas lu ceux d'avant, pour dire que c'était vraiment un journal passionnant, très riche, aussi comme objet avec beaucoup d'illustrations et qui aborde plein de thèmes. Du coup, ça va vraiment du cinéma. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et donc, merci. Je vous invite vraiment à aller le lire et j'espère que vous allez pouvoir continuer malgré que c'est pas facile financièrement, que vous avez fait ce choix de la gratuité et puis de l'autonomie par rapport aux subventions et à tout ça. Voilà. Il y a beaucoup d'articles creusés aussi sur l'histoire. Enfin voilà, c'est vraiment passionnant. Justement, je voulais rajouter quelque chose. Si ça vous intéresse de découvrir un peu mieux l'art sourd, la culture sourde, on a sorti un numéro hors série
sur la baie de l'Épée. Et c'est un numéro qui justement permet de comprendre un peu mieux l'évolution des sourds, de la communauté des sourdes, et aussi l'art sourd, comprendre pourquoi ça a été arrêté, pourquoi c'était riche avant, pourquoi maintenant c'est un peu plus difficile. Voilà, je vous conseille ce magazine, enfin ce numéro-là. Et je sais pas, là, oui. On va enchaîner le prochain thème, mais vous voulez dire une dernière chose ou... Oui, j'ai envie de dire que le financement, j'exagère un peu. En fait, le financement pour les artistes sourds est vraiment minime. Et voilà. Et je pense qu'on a énormément de problèmes avec le ministère de la Culture parce qu'on est souvent catalogué dans le ministère de la Santé. Voilà. Et quand on demande des financements, on se retrouve avec la réponse « Oui, mais vous êtes sourd ?» Oui, mais je suis aussi artiste. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, le problème de la culture sourde et de la diffusion de la culture sourde, ça vient aussi de ça. C'est le problème de la mentalité, quoi. Et alors, ce qui est super, c'est qu'il y a un festival, du coup, sur Marseille. Et avant, on va faire une petite pause musicale ou on enchaîne? En fait, il reste plus que 5 minutes avant la fin de l'émission. Donc, il y a un super festival sur Marseille qui s'appelle le Festival sur le fil. On est avec nous Marie. Bonjour. Marie qui travaille, Marie Bonnet. Qui travaille à l'Opéra des Arts. Est-ce que tu peux nous parler de festival? C'est quoi? C'est quand? Alors, pardon. Oui, donc bonjour à tous déjà. Je suis super contente d'être là. Je suis super contente que cette émission ait lieu parce que c'est une très très belle initiative. Donc je vais vous parler du festival sur le fil en 5 minutes, si j'ai bien compris. C'est donc un événement, on en est à sa 7e édition, il a été créé en 2008. C'est un festival qui est organisé par le Parvis des Arts depuis 2012. Avant, il avait été créé par l'association Arter. L'association Arter avait créé donc ce festival en 2008 et puis c'était des événements qui se passaient dans différents lieux marseillais. On était partenaire avec eux dès le début. Malheureusement, en 2012, l'association a dû fermer ses portes et du coup, les deux CA des deux associations se sont mis d'accord pour que le Parvis des Arts reprenne le festival parce qu'on était un partenaire assez fort, on travaillait pas mal ensemble. Concrètement, c'est quoi? Donc c'est sur 3 jours. Cette année, c'est le 21, 22 et 23 novembre. Et pendant 3 jours, on met en avant la culture sourde, l'art et la langue des signes à travers une programmation de spectacles vivants, des spectacles qui sont bilingues, langue des signes français ou visuels. On met en place aussi des ateliers artistiques et culturels. L'idée, c'est d'avoir un public mixte, donc d'avoir des sourds qui viennent parce que c'est leur festival, mais aussi de sensibiliser les entendants à cette culture sourde et à la langue des signes pour créer une ouverture. Donc les objectifs, en fait, c'est avant tout l'accessibilité pour ouvrir à une pratique culturelle et un accès aux œuvres pour les sourds. C'est aussi un objectif de rencontre et d'échange. C'est aussi un objectif de mixité, comme je vous l'ai dit, pour sensibiliser à la langue des signes, à l'univers sourd, aux personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça. Un objectif aussi, notre mot, c'est aussi la citoyenneté, pour que chaque personne soit une personne et un citoyen à part entière. Ça passe par des bénévoles sourds, un comité de consultation avec des personnes sourdes dedans. Voilà, ça passe par plein de choses. Et puis aussi, c'est diffuser et des créations, des artistes sourds permettent à notre échelle de professionnaliser en fait ces artistes sourds. Parce que, comme on disait tout à l'heure avec Harpy, comme Harpy disait tout à l'heure, c'est encore assez difficile. Que vous dire d'autre? Du coup, j'ai été très rapide. Les dates, le lieu. Donc ça a lieu le 21, le 22 et le 23 novembre au théâtre Le Parvis des Arts dans le 3e arrondissement. La soirée d'ouverture, c'est le vendredi soir. Ça a lieu ici à la Friche, au cabaret aléatoire. Parce que chaque année, en fait, l'année dernière, c'était à la Criée. Il y a 2 ans, c'était au Nomade Café. Chaque année, on essaye de faire au moins une sortie, une journée ou une soirée décentralisée
Pourquoi ? Pour que nos publics sourds qui commencent à reconnaître le lieu puissent aller voir d'autres lieux culturels aussi, voir ce qui se passe un peu ailleurs, voir qu'il y a ou qu'il n'y a pas des trucs adaptés. Et puis surtout, c'est sensibiliser les autres lieux culturels qu'on peut faire des choses, qu'il y a une culture sourde, qu'on peut, voilà, qu'il y a un public et qu'il y a des choses à faire. Et le programme alors ? Tu peux nous donner une petite idée ? Alors le programme, donc la soirée d'ouverture qui se passe au Nomade Café, ça commence à 19h. D'abord par un spectacle de cirque visuel. Et ensuite par un concert de slam signé. Voilà, le samedi, on retourne chez nous, parce qu'on est bien chez nous aussi quand même, avec toute la matinée des ateliers. Donc il y a des ateliers arts plastiques, des ateliers chant-signe avec Delphine Saint-Raymond, des ateliers vidéo, des ateliers danse indienne. Voilà, ça c'est la matinée. Donc tout le festival, je m'embrouille un peu, mais ce qu'il faut dire, c'est que tout le festival est accessible à tous. C'est-à-dire qu'avec des interprètes ou avec juste des comédiens, des artistes sourds qui signent, mais aussi des interprètes pour que les entendants puissent accéder au maximum aussi à tout ça. Et on a aussi des ateliers de sensibilisation à la langue des signes, du coup. Samedi après-midi, on a un spectacle de danse indienne avec une danseuse indienne sourde qui mêle danse indienne et langue des signes. C'est pour tous les publics ou c'est quel public que vous attendez, que vous visez ? Alors, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les publics. Après, ça dépend. Il y a des ateliers qui sont spécialement pour les enfants, d'autres ateliers où on dit que c'est seulement pour les adultes. Ça, il faut avoir le programme complet bien détaillé. Il est sur le site internet www.festivalsurlefil.com. Tout attaché. Ok, voilà, juste pour dire aussi qu'on a, comme je pense beaucoup de structures culturelles et associatives, des problèmes toujours pour trouver les fonds. Le festival aura bien lieu, rassurez-vous, mais on a quand même fait un appel aux dons. Donc tout est expliqué sur le site internet du festival. Voilà, donc ensuite samedi soir, il y a d'autres spectacles, samedi après-midi aussi. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire encore toute la programmation. Mais du coup, on peut aller voir sur votre site. Voilà, sur le site internet, il y a toute la programmation en ligne. Voilà. Toute la programmation est en français écrit, mais aussi en vidéo langue des signes. Ben, merci. Marie, là juste parce que j'ai une dernière info, alors en fait, dernière vieille info. Du coup, Harpy, vous pouvez le trouver à l'Équitable Café, à Mille et Babeur, à la Vieille Charité, à l'Oélienne, à la boutique Mazabou des Ficelles et au Théâtre Paris des Arts. Comme ça, voilà. Ils y sont aussi. Ils sont là. Et malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. On va devoir laisser l'antenne pour la prochaine émission qui est 1 heure en Palestine. Et on peut dire que merci à tout le monde. Et puis surtout qu'on est très contente parce que du coup, on voit que ça marche bien. Et surtout, cette émission, vous l'avez donc peut-être entendue, chères auditrices, auditeurs, à la radio, mais vous pouvez donc aller la regarder. Parce que vous avez, y a tout un aspect de l'émission que vous avez du coup zappé, et que du coup, dans quelques jours, sur le site d'Harpy, il y a du coup la version vidéo, donc signée et sous-titrée. Voilà. Et merci Seb, parce que voilà, quand même, il a fait la traduction pendant 1h30. Ouais. Aussi. Et à tous les intervenants. Voilà, donc c'était une première émission sur la culture sourde et puis on espère qu'il y en aura plein d'autres derrière. Parce qu'il y a plein de choses à dire, qu'on a été très rapide là. Au revoir. Au revoir. Merci. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter pour la fin, c'est bon ? Merci. Et on me dit à côté de moi qu'il y a aussi en ce moment un film qu'on peut aller voir à Marseille, aux Variétés, qui s'appelle The Tribe. Voilà. Tous les jours à 13h30 et 18h30. Je vais laisser parler ma voisine qui le sait plus. The Tribe, c'est un film ukrainien par un réalisateur ukrainien qui donc a fait le choix de proposer un film entièrement en langue des signes ukrainienne, sans sous-titres, sans traduction. Et donc... voilà, c'est un film sur
la jeunesse sourde, sur la situation aussi des sourds en Ukraine. Et c'est surtout un très bon moyen de comprendre qu'on se comprend tous, même sans les mots. Voilà, bon, il est un peu violent, il y a des passages assez violents, on doit prévenir si vous voulez aller les voir avec les plus jeunes. Je ne sais pas si c'est conseillé, mais en tout cas, c'était un très bon film. On va passer un morceau pour la fin. Alors oui, pour le dernier morceau, on a choisi, c'est un peu particulier, on a fait le choix de prendre une artiste, une chanteuse qui n'est pas du tout sourde, qui est entendante et qui est assez célèbre dans le monde entendant, qui s'appelle Sia, S-I-A. C'est une chanteuse anglo-saxonne qui a fait le choix dans son clip pour la chanson Soul Will Be Found de demander l'aide et la participation à des étudiants sourds pour la réalisation. Donc c'est un clip qui mêle à la fois langue des signes, mais surtout qui propose du visuel, des visuels avec les mains. Et donc voilà, on a choisi de le passer pour montrer l'influence aussi de la culture sourde dans le monde entendant, parce qu'il existe bien. The time for telling tales on me. So come along, it won't be long till we're there. Happy, shut your eyes.